Bonjour, vous écoutez le balado Regard croisé sur l'environnement de la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal. Mon nom est Christian Nadeau, je suis professeur au département de philosophie et j'aurai le plaisir d'animer ce balado. Dans chaque épisode, 2 professeurs de l'Université de Montréal, provenant de disciplines variées, aborderont l'environnement selon leur propre perspective. Bonne écoute. Alors nous recevons maintenant Patrick Claus, qui est de l'École de travail social et de l'École de santé publique, et Sébastien Sauvé du département de chimie. Alors j'aimerais vous demander, pour ouvrir la discussion, votre définition de l'environnement et, si possible, une présentation de votre travail, de votre formation et de la manière dont l'environnement joue un rôle dans votre recherche. On peut peut-être commencer par Sébastien. Bonjour. Comment je définirais l'environnement? Pour moi, l'environnement est quand même complexe et interrelié. Oui, il y a l'environnement avec la faune, la flore, ce qu'on voit à l'extérieur, la qualité de l'eau, de l'air qu'on respire, mais tout ça est interrelié avec la santé. Et je ne peux pas compartimenter. Je ne suis pas à l'aise quand on compartimente trop parce que notre santé dépend de la santé des autres éléments. Et c'est des questions qui sont éminemment complexes. Et moindrement qu'on essaye d'attaquer ces trucs-là, on est aussi confronté à des aspects socio-économiques et toutes sortes de choses. Donc, pour moi, c'est un problème ou un défi complexe, mais la beauté de l'environnement est dans la faune et la flore et des couchers de soleil. Et comment définiriez-vous votre parcours et votre appropriation de la question environnementale au sujet de que ce soit dans la recherche ou de la formation, par exemple, des étudiants? Moi, mon parcours, j'ai commencé comme agronome. Donc, je suis un spécialiste des sols, formation d'agronome. Je ne suis plus membre de l'Ordre des agronomes, j'ai déjà été, qui est devenu chimiste, membre en règle de l'Ordre des chimistes. Et mon focus est vraiment sur la contamination, les contaminants dans l'environnement. Et ce que je préfère, c'est travailler sur les contaminants émergents, donc les nouveaux problèmes, les nouveaux contaminants. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a un aspect de chimie. Donc, il faut mesurer des ultra-traces, des très petites traces de contaminants. Donc, il y a un défi au laboratoire qui pour un chimiste, est vraiment intéressant. Puis ensuite, on mesure des traces de contaminants dont on ne sait pas trop comment interpréter. L'approche normale pour les contaminants, c'est de comparer avec les normes, les règlements, puis on dit, okay, est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la norme, c'est correct ou c'est pas correct. Mais quand on est avec des contaminants émergents, il n'y a pas de norme. Et donc là, tout le défi est de comprendre quand est-ce qu'on a une situation qui est problématique ou pas problématique, quand est-ce qu'on doit mettre une norme, qu'est-ce qu'on priorise. Et là, il y a une interaction entre la chimie, la toxicologie, comment on fait les normes, puis le débat et il y a un petit peu d'inertie de nos gouvernements qui ont peut-être le réflexe de nier le problème puis de ne pas vouloir se compliquer la vie en réglementant. Donc, cette zone-là est où j'aime beaucoup faire ma recherche. C'est entre la chimie, la santé des gens et de l'environnement, les impacts, puis comment on change les choses. Patrick Claus? Merci. Alors, ça commence mal parce que je n'ai pas de définition de l'environnement, mais vous comprendrez que ce sur quoi j'insiste, c'est vraiment la mise en relation. Et là, je fais déjà du pouce à ce que Sébastien a dit, c'est que ma conception de l'environnement est d'abord dynamique. Ensuite, elle est réellement, je crois, ancrée dans mon parcours, à la fois, je dirais, professionnel et intellectuel, et dans mes diverses recherches. Alors, je pourrais peut-être revenir là-dessus, on reviendra puisque c'est l'objet de la discussion, mais le parcours commence comme médecin, c'est-à-dire que j'ai commencé dans un environnement clinique, institutionnel, hospitalier, et j'ai également eu l'opportunité de m'impliquer dans des missions de Médecins sans frontières. Donc, j'ai, à ce moment-là, travaillé, comme on dit, été impliqué dans divers environnements, aussi bien urbains que de guerre, que de camps de réfugiés,
que de maladies comme le VIH-Sida, comme la tuberculose et d'autres épidémies telles que la fièvre typhoïde, par exemple, ou encore le choléra. Et c'est sûr que ces différentes expériences ont clairement teinté la manière dont je vois et je parlerai de l'environnement. Ensuite, j'ai bifurqué vers la santé publique. J'ai travaillé dans les Antilles comme médecin en santé publique. Et donc là, j'étais confronté à de multiples problématiques, comme on dit, notamment liées aux problèmes de système de santé, mais également aux problèmes environnementaux. Et ensuite, j'ai abouti dans un programme interdisciplinaire. Donc, pour revenir à ma conception de l'environnement, elle est clairement interdisciplinaire. Et ce qui m'intéresse réellement, c'est de faire des liens entre les différentes, je dirais, composantes ou entités de ce qui composerait l'environnement. Alors, très brièvement, pour mes recherches, après ma thèse de doctorat qui a porté sur le racisme, donc ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était la manière dont les sociétés humaines ont historiquement classifié l'humanité et les conséquences que cela a eu sur les rapports de domination entre les populations et les sociétés humaines. Mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, cette perspective-là m'a également permis de comprendre, réaliser que ce qu'on appelle le racisme s'inscrit lui-même, ses rapports de pouvoir, dans une perspective beaucoup plus large qu'on appellerait la modernité occidentale. On pourra revenir peut-être là-dessus également. Et alors, mes projets de recherche, c'est ça. Donc, le racisme, les exclusions, les inégalités sociales de santé, également l'immigration, étant moi-même, il y a un parcours, une trajectoire de migrants. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, dans la mesure où on est confronté, certains probablement plus privilégiés, pas probablement, plus privilégiés que d'autres, mais il n'empêche, une trajectoire migratoire reste quelque chose qui teinte mon expérience quotidienne. Enfin, le changement climatique est venu depuis plus récemment, puisque j'ai eu l'opportunité de collaborer à ce qu'on appelle une mission Médecins sans frontières après un ouragan dans les Antilles, et donc d'avoir vu une île, un petit état insulaire comme la Dominique, complète ou partiellement, mais j'allais dire presque totalement détruite par un ouragan, ça m'a vraiment... Là, on le voit, l'environnement, et le rapport que l'on établit à la destruction, comme la guerre m'avait fait le même effet. Et donc voilà, je me suis plongé dans changement climatique, santé, migration, mais c'est toujours dans le but d'une perspective interdisciplinaire, de façon à établir des liens entre les différentes composantes qui composent, je dirais, le monde. Ce qui est intéressant de vos deux perspectives, c'est que d'emblée, la question interdisciplinaire se présente, en fait. C'est-à-dire que dans certains cas, on peut imaginer que le rapport à l'environnement suppose une division des tâches et qu'il y a une volonté, disons, d'interaction. Dans d'autres cas, on pourrait supposer, en fait, que la nature même du travail de recherche implique, à l'intérieur de votre propre recherche, c'est-à-dire de votre propre travail, des éléments interdisciplinaires. Ce que je veux dire, pas uniquement dans le travail, le rapport à autrui, mais à l'intérieur de votre propre démarche. Je pense que les deux sont obligatoires. Il faut que chacun, dans son expertise, on ait une vision pluridisciplinaire pour être conscient qu'on ne travaille pas en vase clos, que tout est en interaction. Puis, il faut aussi avoir l'humilité de demander l'aide et les conseils des collègues et experts qui maîtrisent bien ces autres aspects qu'on maîtrise moins bien. Donc, la bonne recherche, la bonne expertise en environnement, elle est éclatée avec plusieurs experts qui se penchent sur un projet, mais avec chacun de ces individus-là qui est conscient des interactions et des apports des autres. Et je pense que ça... C'est intéressant, cette idée d'éclatement et de fragmentation, parce que je crois que
j'aime beaucoup, ça c'est peut-être la déformation du doc qui était plutôt anthropologique, mais la question du contexte pour moi est fondamentale, c'est-à-dire que la manière dont nous-mêmes nous parlons des enjeux environnementaux, des questions environnementales est clairement contextuelle. C'est intéressant que si on se permet de regarder l'institution qui nous emploie et dans laquelle nous travaillons, nous discutons aujourd'hui, l'université est elle-même éclatée, est elle-même le résultat d'un contexte où on a séparé les sciences humaines et sociales de la médecine, de la santé publique. Même la santé publique est sortie maintenant de la faculté de médecine. On a le HEC, on a tout ce qui est ingénierie, etc. Donc je crois que ça, c'est déjà le résultat d'un éclatement avec des impacts sur les vases clos. Alors maintenant, j'ai l'impression que certains d'entre nous essayons un petit peu de recomposer tout cela peut-être, pour avoir une perspective qu'on appellerait un mot un peu clé, bateau, holistique, avec toutes les difficultés et tous les défis que cela représente, aussi bien au sein même de l'institution. Je suis un exemple, je cristallise ce que je suis occupé de dire là, parce que mon but est, quand je parlais de mise en relation, c'est d'aller voir les autres, c'est d'aller voir les autres disciplines, mais ça n'est pas un long fleuve tranquille, parce qu'il y a des barrières institutionnelles qui nous mettent des obstacles dans les pieds, qui nous empêchent de faire comme on croit que ce serait intéressant de faire. Je serais curieux quand même de vous entendre parce qu'on va parler des difficultés institutionnelles un peu plus tard, parce que souvent ce qu'on peut voir en fait, c'est que il y a l'institution, mais l'institution, nous en faisons partie. C'est-à-dire, ce n'est pas un corps froid qui est au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire que c'est quelque chose avec lequel nous nous intéressons et donc nous avons une responsabilité. Donc je serais curieux de vous entendre sur, disons, l'ouverture dont vous parliez tout à l'heure, Sébastien, c'est-à-dire sur la manière dont on peut cultiver cette ouverture à la fois aux autres disciplines sans pour autant avoir l'impression justement de commettre une espèce de crime de lèse-science où on voudrait, disons, s'accaparer les autres savoirs. Parce que la question environnementale, par définition, ce qu'on voit en fait, c'est que la question environnementale oblige justement à une forme d'interaction des savoirs, parce que l'objet lui-même n'est pas compréhensible si on le limite, par exemple, je ne sais pas, aux sciences biologiques ou aux sciences de la santé publique. Oui et non. Ça dépend comment on définit le défi ou le problème à la base. Donc, si on se focalise de façon très petite sur le déclin d'une population de poissons, on peut essayer de voir de façon très précise avec des spécialistes très courts. Mais on évoquait le changement climatique. J'aime d'ailleurs mieux les changements climatiques parce qu'il y a plein de choses qui changent. Puis même, je préfère les changements global change, parce qu'il y a plein de choses qui changent et donc on met une emphase indue sur le réchauffement puis sur les taux de CO2, mais il y a de la pollution, il y a des nutriments, il y a l'eutrophisation, des problèmes d'agriculture, il y a des problèmes d'urbanisation. Les problèmes sont multifacettes et beaucoup plus complexes que des tonnes de CO2 puis 1 ou 2 degrés Celsius. Et donc pour la perspective interdisciplinaire ou pluridisciplinaire cadre aussi le problème qu'on va attaquer. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'à la base, il faut avoir une vision initiale qui déborde d'une discipline, mais on ne peut pas être expert en tout. Là. On devient un peu trop dilué, donc il faut aussi collaborer avec les bonnes personnes. Il y a aussi la nécessité d'une recherche fondamentale, c'est-à-dire que le danger, en fait, ce serait finalement de n'arriver jamais à avoir un savoir, ne serait-ce que juste, à défaut de vrai, mais par exemple, s'il y a une population de poissons très rare dans un endroit très particulier du globe, encore faut-il pouvoir le quantifier, encore faut-il pouvoir le démontrer, etc. Et là, on a besoin de quelqu'un qui a peut-être des motivations d'arrière-plan, c'est-à-dire qu'il a une considération qui est ouverte sur... Mais ce qui est intéressant, c'est cette espèce de jeu entre la nécessité d'un savoir très localisé et
disons, l'espèce d'ouverture d'esprit d'une certaine manière. Ça prend les deux. Puis, tu sais, le poisson, ça pourrait être le chevalier cuivré, là, tout simplement. Oui, il y a des enjeux, il y a une niche écologique, c'est une espèce menacée qui a plein de bénéfices, puis qu'on veut protéger. Il y a plein d'expertises qui entrent en ligne de compte, mais bon, il y a aussi des voies navigables, puis il y a des enjeux de développement, il y a plein de choses qui sont toutes en interaction. Mm-hmm. Donc, oui, je pense que c'est des beaux défis qu'il faut attaquer de plusieurs axes. Mm-hmm. Et je crois que c'est aussi une question de... je crois que comme il était dit, je crois que l'importance du concept disciplinaire reste, je crois, important. Je crois que le défi, c'est d'arriver à proposer une compréhension, une analyse à la fois verticale et horizontale, je dirais. Verticale au niveau disciplinaire, horizontale dans l'interdisciplinaire et cette mise en relation dont je parlais. Et donc je crois que c'est à partir de ce moment-là, tout en respectant la composante, je dirais, conceptuelle de chacune des disciplines, mais en proposant également un regard qui serait plutôt horizontal. Et je crois que le défi ici reste l'intégration des savoirs pour arriver à proposer un langage commun, ce qui ne voudrait pas dire que nous soyons toutes et tous d'accord avec la proposition, mais je crois qu'on est également dans un moment contextuel à la fois, je dirais, macro et micro, géopolitique et plus local, dans un moment de fragmentation, je trouve. Mm-hmm. Je parlais là tout à l'heure d'une dynamique où certains d'entre nous essayons de se retrouver, je ne sais pas si je dois dire rassembler, mais en tous les cas, d'interagir, mais en même temps, on remarque dans les débats politiques et dans beaucoup de sociétés où on est vraiment dans la fragmentation et dans la séparation. Donc je crois que le défi, c'est arriver à parler d'abord, arriver à discuter et à se trouver un langage qui nous permettrait au moins de s'entendre, de s'écouter et d'arriver quand même, parce que là je crois qu'on est dans un moment, je dirais, géopolitique et planétaire, avec bon nombre de défis qui nécessitent absolument d'arriver à trouver un langage plus ou moins commun et d'arriver à faire des choses qui nous permettent d'assurer des conditions d'existence probablement plus équilibrées. Là, ce qu'on peut entendre aussi, c'est qu'il y a quelque chose comme un consensus scientifique, c'est-à-dire que bon nombre de personnes vont nous dire dans le domaine des sciences qu'il existe quelque chose comme un consensus scientifique, par exemple, sur la crise climatique ou sur les différentes crises environnementales. Par contre, l'appréhension du problème, le mode d'approche du problème et aussi la manière dont on va proposer, par exemple, différentes options, là, peut différer et même parfois on peut voir qu'il y a peut-être pas des dissensus à l'intérieur, disons, de la communauté scientifique elle-même, il y en a, mais il va y en avoir sur la manière dont ça se traduit, par exemple, en termes de politique publique. Je crois qu'on n'a pas encore réellement parlé de... On n'est pas dans un monde non plus à la fois institutionnel et un monde tout court de bisounours et un monde rose et romantique. Il y a des rapports de pouvoir, il y a des rapports de domination, et ça existe également au niveau des institutions, ça existe au sein même des institutions, et ça existe entre les disciplines. Je crois que la discussion sur les changements climatiques, quand je parle de changement climatique, j'englobe, c'est un singulier pour parler de pluriel, ou encore de biodiversité, le fait que la manière même de parler des enjeux environnementaux est déjà ancrée dans une certaine perspective qui privilégie une manière de voir plutôt que d'une autre. Ça vaut pour les manières de voir, mais ça vaut pour les manières d'y répondre. On a des exemples au Québec et ailleurs où le discours dominant, quand je dis le discours dominant, ça veut dire un discours politique et économique qui privilégie certains domaines comme la performance, l'enrichissement, la croissance économique, etc., plutôt que la croissance d'un environnement qui serait beaucoup plus, je répète, équilibré, où les différentes entités vivraient
dans un meilleur équilibre. Alors c'est peut-être ça aussi romantique, mais je crois qu'on ne peut pas ne pas voir que la manière dont on parle de l'environnement et des enjeux environnementaux sont ancrés dans des rapports de domination et des rapports de pouvoir. On est dans un monde actuellement où on est dans une logique guerrière qui fait que, et dans une logique économique qui fait que les enjeux écologiques comme la chute de la biodiversité passent au second plan, je crois. Sébastien? Il y a des éléments dans ça, dans les jeux de pouvoir, etc., où je pense qu'un des... En tout cas, au niveau de la recherche, puis de faciliter la recherche pluridisciplinaire, il y a un aspect où il faut passer par-dessus cette espèce de réflexe individualiste de travailler sur son CV, sur sa recherche à soi, sur ses questions précises qui vont m'aider moi, et de voir comment on résout la question environnementale, qui veut dire de plus partager les ressources, de plus partager et d'intégrer d'autres personnes. Donc, il y a un bout dans ce que Patrick dit qui est aussi dans comment on aborde. Donc, cette logique guerrière, elle est aussi d'être moins individualiste dans comment on aborde la question et de mettre l'enjeu sur la table. Et peut-être que ce n'est pas moi qui vais en bénéficier le plus, mais si ça aide à réduire les impacts pour peu importe l'enjeu qui est décrit, là, tant mieux. Donc, il faut juste avoir cette capacité de prendre un pas de recul. C'est quoi la meilleure façon d'aider pour ça? Puis c'est ça qu'il faut faire. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a à la fois des questions qui sont relatives à, disons, à des dynamiques de pouvoir qu'on peut retrouver soit dans l'institution ou au-delà de l'institution, mais il y a aussi les attitudes personnelles. C'est-à-dire, si quelqu'un lui-même, par appétit, disons, de reconnaissance, est dans un mode où il cherche à faire valoir sa recherche, c'est déjà une logique qui permet moins la... Oui, mais je ne veux pas blâmer les gens. Tu sais, notre structure actuelle force et exige et demande à tout le monde de publier. Il y a comme une structure qui tend vers ça. Et donc, il faut avoir le réflexe de contrer ça, qui n'est pas inné, là, parce que tout le monde nous pousse à la performance. Et donc, je ne vais pas blâmer tout de suite. Je veux dire, je comprends. Faut avoir ce contre-réflexe-là. Et c'est plus facile quand on a fait ses preuves, qu'on a notre permanence, que tout va bien, d'avoir cette attitude. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que je comprends mieux, parce que sinon, on pourrait voir c'est ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire, ou là, on est obligé à faire quelque chose, ou alors c'est parce que c'est de la servitude volontaire, si j'ose dire. Alors qu'en fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a un système qui est en place, qui favorise un certain type de comportement, mais en même temps... Il y a des choix qu'on peut faire aussi. Il y a une certaine liberté de choix qui sont à notre disposition. Patrick? Oui, qui sont quand même limités face à des contraintes. Bon, de nouveau, là, ça dépend un petit peu de la perspective et que l'on a. Mais je crois que ce que Sébastien, si je peux me permettre de faire un lien avec ce que je disais précédemment et ce que Sébastien disait là maintenant, que le fait que l'on nous met devant des contraintes très individuelle de performance, je pense que là encore, on en revient au contexte dominant. On en revient au-delà de l'université dans l'économie, les finances, c'est faire de l'argent, c'est avoir une croissance économique qui tient la route et qui est supérieure à l'autre. Donc, on est dans cette course-là, pas seulement guerrière, mais de lutte, de rivalité, et de droits individuels. Si on prend par exemple le Québec et le système de santé, si je ne me trompe pas, depuis la mise en place de systèmes de santé public ou public de santé, on était dans une logique au Québec de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les inégalités. Et là, je parle des années 1960 et 1970, si mes lectures sont correctes. On a complètement, je ne sais pas si on a complètement perdu, mais on a largement, je crois, au Québec, d'un point de vue politique, et vous parliez de politique publique là tout à l'heure, perdu cet objectif-là. On est dans une logique, je viens de la médecine, mais on est dans une logique fondamentalement biomédicale, où on s'intéresse aux droits des individus. Alors, je n'ai pas dit que la médecine n'est pas importante, je n'ai pas dit que les hôpitaux ne sont pas importants, mais pour parler de santé publique, le budget de la santé publique du collectif, parce que c'est là où on en est, c'est l'individu versus le collectif, c'est dans des enjeux
environnementaux. C'est ça. Et puis justement, alors c'est ce qui fait en sorte que parfois, justement, en individualisant les problèmes, on perd l'enjeu de l'environnement de façon générale. Mais Sébastien? Je rebondirais sur ce que Patrick disait, ou même au niveau santé, il y a dans la vision occidentale, si j'ose dire, de l'environnement, il y a un biais santé humaine qui est énorme. Mm-hmm. Et on va dépenser des millions pour trouver des solutions au cancer et des peanuts, excusez le latin, pour la prévention. Mm-hmm. Pour tous les aspects qui sont beaucoup plus en amont. Mm-hmm. Mais si on a des solutions plus lourdes avec des médicaments, il y a des pharmaceutiques en arrière, là on va dépenser beaucoup plus. Donc, je pense qu'il faut recadrer aussi dans l'emphase de l'importance de toutes sortes d'aspects. Et pour moi, l'environnement, oui, on est dans des beaux exemples entre la santé publique et la médecine et les impacts sur la santé humaine, mais aussi sur tout l'environnement. Tout ça est interrelié. Et si on focalisait mieux les efforts, si on distribuait mieux les efforts, on aurait beaucoup plus de gains. Oui, c'est ça. On essaie de corriger le problème de façon un peu superficielle au niveau des populations humaines et encore. Et des individus. Et voilà, des individus plutôt que de... Oui, mais si on a un traitement pour le cancer, on ne corrige pas le problème. On traite le patient. On n'empêche pas les prochains cancers. Voilà. Si on fait de la prévention, si on trouve les sources des cancers, là, on a une solution, on a une vraie solution. Ouais. J'aimerais vous entendre, pardon, juste pour rebondir sur une des questions qu'on n'a pas encore abordées, c'est celle de votre enseignement, en fait. Parce que, bon, là, on voit un peu les contextes de recherche. Et même s'il existe, disons, une certaine ouverture, notamment au sein de la FAS, pour qu'il y ait... que des étudiants puissent faire des parcours, disons, interdisciplinaires, ces possibilités sont quand même limitées et il y a de bonnes raisons aussi. C'est-à-dire qu'un étudiant en biologie va peut-être trouver difficile de venir suivre un cours en éthique de l'environnement et vice-versa. C'est-à-dire qu'un étudiant en éthique de l'environnement va peut-être trouver difficile de débarquer dans un cours de chimie parce qu'il n'aura pas les connaissances requises, etc. Donc, j'aimerais vous entendre sur la manière dont vous voyez, en fait, disons, la question environnementale comme un enjeu d'enseignement. Sébastien, peut-être? Bien sûr. Il y a deux éléments d'enseignement. Là. Il y a ce qu'on va donner dans les cours. On va essayer de conscientiser à des problématiques qui sont plus larges et où j'essaye surtout à mes futurs chimistes les conscientiser que ce n'est pas juste des enjeux de laboratoire avec des éprouvettes, que c'est beaucoup plus large. Je dirais que là où j'ai le plus de plaisir, c'est de travailler avec les étudiants aux études supérieures qui vont faire une maîtrise, qui font un doctorat, les étudiants de notre bac qui viennent faire un stage. Et là, de voir c'est quoi leurs intérêts, de voir où est-ce qu'ils veulent aller, de leur montrer les pistes pluridisciplinaires, de trouver une co-direction qui va avoir une autre expertise que moi pour compléter, de trouver des lieux de stage où ils vont être exposés à autre chose, de trouver des projets de recherche qui restent. Bon, forcément, c'est des diplômes, je suis prof de chimie, qui sont ancrés en chimie, mais où il y a une connotation qui est beaucoup plus large. Mais je vais toujours m'inspirer des aspirations d'étudiants parce que c'est là qu'ils performent le mieux, là. Et ça les aide dans leur parcours. Donc je pense que c'est ce qu'on disait sur l'institution puis sur les jeux de pouvoir. Il faut aussi trouver comment on transfère ça dans nos étudiants, comment on change le système. Donc, tu sais, c'est aussi un travail. Il y a un petit peu à travers ces étudiants-là, puis c'est plus facile de faire en maîtrise doctorat parce qu'on est là plus longtemps. Donc, comment leur transférer l'approche de recherche collaborative, l'éthique qu'on veut avoir dans ça, le partage en discipline. C'est probablement le plus précieux à partager, mais le plus difficile aussi. Puis ça ne se met pas dans un cours avec magistral, ça là. C'est dans le quotidien. Oui, puis en plus, parfois, il y a des on parle des barrages institutionnels, mais dans certains cas, c'est que, voilà, il y a des barrages, disons, épistémologiques, c'est-à-dire que ça peut devenir difficile, en fait, de demander, même avec toute la meilleure volonté du monde, à un étudiant en philosophie de venir assister, même au cycle supérieur, alors qu'on a de la philosophie de la biologie, on a de la philosophie de la physique, et la plupart par exemple, des spécialistes en philosophie des disciplines vont avoir une double formation, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui peut paraître très, très exigeant. Peut-être que le problème, c'est celui des passerelles, en fait,
qui favoriserait le genre de travail qu'on peut faire avec les étudiants? Peut-être. Mais tu sais, dans le travail des étudiants des études supérieures, c'est pas obligé d'être dans des cours. Ça peut se faire avec des lectures, ça peut se faire avec des contacts. Oui. Et moi, dans mes contacts avec des chercheurs, des collaborateurs, c'est presque toujours positif. Quand on contacte quelqu'un, j'ai un étudiant qui a un projet, je pense que ton expertise serait appréciée puis serait utile. Puis la grande majorité des gens, ils sont heureux selon leur capacité et leur temps de s'impliquer. Donc, je pense que il y a plusieurs façons. Il ne faut pas se limiter au cours comme moyen de transfert de connaissances. Patrick? Oui, c'est ça. C'est une question intéressante parce que, dans mon cas, j'ai développé 2 cours bac-maîtrise sur l'environnement. Et c'est effectivement la manière le défi de parler d'environnement dans une école qui est d'abord orientée vers l'intervention et donc de justifier, de légitimer une réflexion d'abord sur les fondamentaux, je dirais, sur le rapport même à l'environnement avant de même penser à comment on pourrait concevoir une intervention vis-à-vis des enjeux environnementaux. Donc je propose ça et ça marche pas mal, même à les étudiants qui n'ont pas vraiment de bagage quand on parle de la réalité, donc de bagage ontologique. Sur le mot même, c'est quoi l'ontologie et c'est quoi les théories, les différentes théories pour aborder, appréhender, analyser les enjeux environnementaux. Mais ça marche pas mal. On rentre dans un livre où l'auteur nous propose cette réflexion-là. Mais de nouveau, c'est très fort ancré vers l'interdisciplinarité pour faire comprendre que on est, je dirais, à une époque où, et probablement avant d'ailleurs, avant cette époque-ci de la modernité, où il y avait probablement une réflexion qui était beaucoup plus holistique, mais d'essayer de revenir et de créer des ponts entre les différentes disciplines et d'aller voir les autres disciplines, les autres professions, ce qui est un défi je reviens avec mon contexte du système de santé, où il y a une certaine domination du biomédical. C'est certain que ces rapports de domination-là est en soi un enjeu pour créer des ponts. J'aimerais vous entendre maintenant sur une question qu'on a commencé en filigrane à aborder, c'est le rôle des sciences dans le débat public. Parce qu'on voit en fait que la question environnementale est très présente, même si parfois c'est pour la nier tout simplement. Mais dans d'autres cas, on voit que l'enjeu est présent, mais ce qui est assez étonnant, c'est malgré le discours scientifique, c'est le type de réponse qu'on peut avoir. Je dirais évidemment des autorités publiques, ou des gouvernements, mais aussi au sein de la population, par exemple dans les médias. Mais on a tendance à focaliser sur les médias, alors que les médias ne sont pas justement dans un univers clos, ils sont à l'intérieur d'une population. Donc peut-être qu'on pourrait commencer par le débat, disons, au sein de la société. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez un rôle particulier des sciences au sujet de la question environnementale dans le débat social? On parlera ensuite de l'impact, par exemple, sur les décideurs et les décideuses publiques, mais d'abord dans le débat social. Sébastien, peut-être? Dans le débat social, ce que je vois, c'est qu'il y a une présence des questions environnementales dans les débats sociaux, dans les journaux traditionnels et autres en ligne, qui est beaucoup plus présent qu'avant. Donc, c'est devenu un enjeu qui est très présent. Les questions environnementales, c'est omniprésent. Donc, ça reflète que ça intéresse les gens. Ces médias-là, ils répondent à un besoin. Ça intéresse définitivement les journalistes et il y a une réponse. Il y a des réponses qui varient aussi selon la réception. Et donc là, il y a probablement un petit peu d'effet de chambre d'écho. Oui. Moi, je m'intéresse aux questions environnementales. Je vais dans des médias qui sont sensibles, où il y a plein de ces enjeux-là qui sont discutés. Il y a probablement un paquet de gens que ça n'interpelle pas puis qui vont dans d'autres médias sociaux, environnement, où l'environnement n'est pas mis de l'avant et plus un problème de taxes et d'enjeux divers. Donc, je pense que clairement, c'est beaucoup plus présent. C'est une question environnementale qui interpelle nos politiciens parce que nos politiciens sont sensibles à ce que les gens écoutent. Mais il y a des divisions dans comment c'est reçu au niveau de la population. Et là,
au niveau universitaire, notre rôle, c'est probablement d'apporter le plus de clarté possible dans les enjeux. Et autant en étant trop dramatique, je pense qu'il y a beaucoup des enjeux climatiques qui sont dramatisés et je pense que ça nuit. Ça nuit à la réponse des gens, puis c'est plus facile d'éliminer, puis de dire, de toute façon, il n'y a plus rien à faire, ou il exagère de toute façon. Donc, tu sais, je pense qu'il faut essayer d'être le plus juste possible pour faire confiance à l'intelligence des gens aussi, de départager le vrai du faux et ce qui est sensationnaliste de ce qui est correct. Donc, je pense que le défi est là. Les médias ont tendance à être plus sensationnalistes parce que c'est ce qu'ils veulent mettre. Et donc, le rôle au niveau de la recherche et de la science, c'est de ramener l'heure juste. Et l'heure juste, c'est de pas être bisounours ou licorne et mettre ça trop rose, mais c'est pas non plus d'être plus dramatique que ce que c'est. La Terre ne va pas arrêter de tourner, là. C'est juste que notre vie, avec les réchauffements climatiques, va être de plus en plus complexe et difficile. Tout va être plus difficile, mais ça ne va pas arrêter. Est-ce que vous diriez que parfois on fait face aussi à tout simplement de la désinformation? C'est-à-dire qu'il y a un côté, il y a une volonté de la science dans le discours public, justement de départager le vrai du faux, mais j'imagine que si c'est nécessaire, c'est pas uniquement en termes de connaissances, c'est pas simplement des connaissances qu'on ajoute, mais des connaissances qu'on essaie de certifier d'une certaine manière, qu'on essaie de valider par la science. La désinformation se fait de toutes sortes de façons. Elle se fait dans les réseaux sociaux où on invente carrément des choses, mais elle se fait aussi de façon beaucoup plus sournoise par des études scientifiques financées par l'industrie avec des billets puis des emphases claires. Où là, on a peut-être pas une désinformation, mais une information très biaisée qui est circulée, puis qui est mise de l'avant, puis qui est beaucoup plus sournoise, qui est beaucoup moins flagrante. Et donc, je pense qu'il y a les deux. Et donc, je pense qu'il faut être vigilant. Et la deuxième sournoise, pour des études biaisées ou financées par l'industrie qui vont être dans des journaux, revus par les pairs, qui vont avoir toutes les qualifications, ça, c'est beaucoup plus difficile. Puis ça prend des scientifiques qui vont avoir le courage de dire « mais ça n'a pas d'allure », puis il faut bouger, puis il faut faire quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, un contre-discours, disons, par rapport à ce qu'on peut voir dans le débat public, mais parfois un contre-discours à l'intérieur même de la communauté scientifique, puisque celle-ci n'est pas désincarnée. Elle est aussi motivée par des intérêts ou des structures de pouvoir, comme vous disiez, Patrick. Et puis les institutions, certaines institutions académiques, les financements de recherche peuvent mettre plus de poids pour certaines recherches et moins pour d'autres. C'est-à-dire des recherches qui se font en collaboration avec les industries dont Sébastien venait de parler. Je crois que l'importance effectivement, des sciences, c'est de prioriser, de conscientiser, d'en parler. Je pense, par exemple, du point de vue de la santé publique, il y a un nouveau concept, ce qu'on appelle les déterminants commerciaux de la santé maintenant, qui ont fait l'objet de quelques éditoriaux dans des revues assez reconnues dans le domaine de la santé. C'est de dire que, ici, l'idée de déterminants commerciaux de la santé, c'est que l'idée d'intérêts financiers, commerciaux, de faire de la richesse vient contrarier finalement la santé humaine, voire planétaire, à cause des effets néfastes que cela peut avoir. Donc de là l'importance, et ça c'est relativement nouveau, de parler finalement, de faire une critique dans des revues, des éditoriaux de grandes revues scientifiques, de faire la critique du système politique et économique dans lequel on vit. C'est aussi passé par les émissions de gaz à effet de serre, les industries pétrolières ou d'énergie fossile. Donc je crois que ça, c'est vraiment très important pour tenter probablement de rééquilibrer les rapports de force et surtout, pas simplement du point de vue dogmatique ou idéologique, mais surtout avec des faits. Je crois que c'est là l'importance pour contrarier ou contrer la désinformation. C'est qu'on peut être mu par certaines idéologies, l'idéologie critique par exemple, mais je crois que l'important c'est de rapporter des faits pour montrer qu'effectivement il y a des soucis. Moi, ce que je pense aussi, c'est que c'est l'importance de
de la science de ne pas lâcher prise sur les enjeux, à propos des enjeux environnementaux, c'est parce que nous faisons face à, on parlait de crise là tout à l'heure, c'est pas un mot que j'utilise beaucoup, mais le mot crise revient de plus en plus avec des crises au pluriel. Il y a d'ailleurs eu récemment une conférence santé publique où c'était les multicrises, mis à part qu'on ne parle pas de certaines crises. On pourrait parler de la crise du capitalisme, on pourrait parler... mais ça, on en parle moins. La crise de la démocratie, par exemple, qui, à mon avis, est l'enjeu probablement environnemental, un des enjeux environnementaux les plus importants. Mais la question, c'est ça, la question de, je répète, de phénomènes comme les guerres, comme la précarité, les inégalités, qui font que les enjeux environnementaux deviennent un petit peu un des enjeux parmi d'autres et n'était probablement plus une priorité. Sébastien? Ce que j'aime beaucoup dans ce que Patrick décrit ici, c'est que ça rappelle le concept d'une seule santé, et One Health en anglais, qui veut vraiment souligner que la santé des humains, la santé de l'environnement, la santé des animaux, de la flore, tout ça est interrelié et qu'on ne peut pas attaquer un seul de ces aspects-là. Ils sont tous interreliés et il faut regarder ça dans son ensemble. Et bon, ce qui peut évoquer en termes de démocratie ou de finances va avoir des effets partout. L'interaction, certainement, mais il ne faut pas, je crois, se conforter dans une analyse micro et interactionnelle, parce que je crois qu'il y a déjà pas mal de temps que les humains ont remarqué qu'il y avait une interaction entre le monde humain et non humain. Mais je crois que ce qui est vraiment important, je dirais, c'est de porter son attention sur ce qu'on pourrait appeler les déterminants structurels de tout cela, c'est-à-dire, de nouveau, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un moment, on verra ce que les politologues en disent, mais dans un moment où les États et les institutions ont acquis un pouvoir qui me paraît surdimensionné et qui font que la voie de ce qui pourrait être perçu comme voulant plus de justice ou voulant plus d'équilibre n'est pas très, très intéressante. Reste à voir si ce sont les États qui sont surdéterminés ou ceux et celles qui ont le pouvoir. Par un certain discours, probablement. Et je répète maintenant, la course à l'armement et les économies de l'armement, pour le moment, où il y a des dépenses faramineuses pour se battre, pour détruire l'autre. Et je crois que à plusieurs reprises ces derniers temps, j'ai voulu réfléchir à la manière, je ne parlais de démocratie, mais on peut parler de paix. Encore que, selon certains, on n'est pas dans un moment de paix, donc on ne peut même pas en parler. C'est juste pour dire que je trouve qu'on est dans un contexte qui est extrêmement difficile pour arriver à la conclusion, ou au constat, pas la conclusion, plutôt au constat qu'il est très difficile pour le moment de parler de paix, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien là. Et donc, je crois que nos responsabilités, c'est d'aller chercher des récits, des manières de voir et de faire qui vont à l'encontre, qui vont s'opposer de ces discours bellicistes. Pour arriver à proposer d'autres choses et d'autres manières de voir et de faire. Oui, puis en même temps, justement, pour conclure sur la question environnementale, c'est que, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'il est très difficile d'avoir une analyse, par exemple, de la question politique ou de la question, par exemple, du rôle des sciences à l'intérieur d'une société, sans aussi voir les différentes formes de contraintes à la fois naturelles, mais aussi sociales. Donc, en fait, ce que l'environnement nous amène à réfléchir, c'est qu'il n'y a pas une distinction forte entre la nature et la construction sociale, qu'il y a nécessairement une forme d'interaction. Alors, je vous remercie donc, Patrick Claus de l'École de santé publique et de l'École de travail social, Sébastien Sauvé du département de chimie. Je vous remercie beaucoup pour cette discussion et j'espère la prolonger sous une forme ou une autre, dans un avenir prochain. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup.